Bon, alors ce soir, c'est vraiment un peu risqué, très amusant, très intéressant. Voilà, on va étudier la main telle que vous la voyez là, vous voyez, en vue interne, comme ceci, avec le jeu des doigts et le pouce en fuite. Donc, il faut procéder avec une certaine logique que je vais essayer d'avoir. Donc, on commence par l'index, le méta de l'index, et par rapport à lui, on va construire. Donc, dans cette attitude, le méta de l'index est vertical, le doigt est légèrement fléchi. Voilà. Donc, voilà le méta de l'index. Voilà. Voilà. Donc, on tourne dans ce sens-là, n'est-ce pas? On referme. Lui est vu de face, mais le méta du petit doigt est vu de profil. Voilà. Voilà, ça c'est le dos du méta du petit doigt. Donc en fait, le carpe boucle comme ceci, n'est-ce pas? Donc, ensuite, nous avons le méta de l'annulaire, le méta du médius. Plus nous allons par ici, plus ça se referme. Donc, le méta du médius, voilà. Le méta de l'annulaire, voilà. Voilà. Et les voilà tous les quatre pivotants à la base de profil. On a à la base du méta du petit doigt l'os dit crochu, dont on voit la partie postérieure, ici à gauche, et la croche, l'apophyse inciforme, comme disent les anatomistes. Voilà, ici. En dessous, le pyramidal, que l'on voit au dos de la main ici, en dessous de la tête du cubitus, n'est-ce pas? Et le pisiforme. Voilà. Ici, là. Donc, si vous voulez, l'arceau du carpe est comme ceci. On a le grand bateau, si vous voulez, et le tubercule du scaphoïde. Ici. Et ça, c'est haut. Oui. Je vais descendre un peu le pisiforme. Voilà. Tubercule du scaphoïde. Donc, on peut aller vers la base du pouce. Voilà. On peut aller vers... Alors, donc, on a le scaphoïde. On aurait ici le petit bateau, là le grand os, là le trapézoïde. Voilà, peu importe. Ici, par contre, de face, on voit la selle du trapèze. Voilà. Comme ceci. Avec
le trapèze. Donc, tubercule du scaphoïde et trapèze. Et sur le trapèze, une aspérité dont je n'ai jamais connu la direction. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à admettre qu'elle puisse être là. Voilà, je la verrai plus oblique. Voilà. Je crois qu'elle sert plus au ligament. C'est ça, oui. Je vais finir par comprendre. En fait, elle n'a rien à voir avec le tendon du fléchisseur et elle a tout à voir avec le ligament carpien. L'explication est là. Je n'ai jamais compris. Voilà. Le cœur est entéré depuis longtemps, sinon je lui aurais téléphoné pour lui dire que vraiment, parfois, il avait raison. Je suis un crétin du point de vue physiologique. Alors, je pense que c'est ça. Parce que sinon, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que le fléchisseur va là. Moi, j'avais besoin d'une boule avec une ligne comme ça. Et puis, quand je regarde l'anatomie, ça ne marche pas. Donc, métacarpien du pouce. Lui, je le vois de face, carrément. N'est-ce pas? Donc, avec sa tore ici, enfin, le faux métacarpien du pouce, avec sa tore, sa base. C'est pas très joli, ça, hein? Donc, on va essayer d'améliorer. Voilà. Voilà. Pas lui donner une trochlée quand même, mais enfin. C'est quand même pas une tête arrondie comme les autres. Ça n'a pas l'air mal. J'ai trop insisté sur le tubercule du scaphoïde, on croirait un pisiforme. Hein? Donc, voilà. Ça, c'est plus exact et plus subtil. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Faites bien attention à ce que ce ne soit pas plane et à ce que ça se creuse. Hein? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas de questions? Non. Bon. Non? Bon. Donc, on y va. Ça, c'est le pisiforme, vous êtes d'accord? Donc, on place, on respecte le vide. Hein, là, regardez, il fait un travers de doigt, là. Je peux rentrer un travers de doigt, un travers d'index, c'est vraiment pas rien. Donc, on respecte le vide et la styloïde est vraiment pas loin, si ça vous intéresse. Elle est là, la petite styloïde. Donc, on monte le cubitus. Ça vous va? Question? Vous pourriez faire plus simple, madame. C'est pas grave. Bon. Il y a partout des places. Donc, ça crée un froid. Donc, on va placer la styloïde du radius beaucoup plus bas. Alors, rien ne me trouble. Donc, ici, on a, vous vous souvenez, le croissant de lune, n'est-ce pas? Ce croissant de lune sur lequel on comprime l'artère radiale. Ça vous va? On comprime l'artère radiale. Je n'ai que des radius gauche indépendants. En voilà un droit. N'est-ce pas? C'est sur ce tubercule lunarien un peu rongé, là, mais ce n'est pas très grave, qu'on comprime l'artère radiale pour prendre le pouls. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, voilà la montée du cubitus et du radius. Le cubitus est un petit peu fort. Hein, là. Voilà. Et voilà la montée du radius. Bon, maintenant, tout de même, le raffinement, si on pouvait, ce serait de jouer avec les doigts. Hein? Alors, le plus simple, c'est de monter l'index. Moi, je crois, si un jour, vous vous trouvez nez à nez avec une main à dessiner quelque part,
Un jour, Jean-Louis Barrault m'avait demandé, mais vraiment tout était installé. C'était le jour de la Générale et je travaillais. Les maquettes n'étaient pas de moi. Je ne sais même plus de qui elles étaient. Levasseur. Et alors, c'était une Tricoche et Cacolet de Feydeau. Une pièce où une dame a l'impression que son mari la trompe et vice-versa. Donc, ils utilisent les compétences de deux, comment on dit, enquêteurs privés, l'un s'appelant Tricoche et l'autre Cacolet. C'était joué par deux génies complètement oubliés aujourd'hui, mais qui étaient vraiment des grands comédiens, dont Paredes. Et alors, les maquettes étaient drôles, etc. C'était très drôle. Et j'avais peint un rideau d'avant-scène d'après la maquette de M. Levasseur. Et il y avait des yeux qui regardaient. C'était au théâtre de l'Odéon. C'était le matin. Les femmes de ménage faisaient le ménage. Et détail important. Donc les fenêtres étaient ouvertes sur la place de l'Odéon et le rideau d'avant-scène bougeait comme ça. Vous voyez, suivant le vent. Et alors il y avait donc deux grands yeux qui regardaient l'assistance. Et puis, je crois, un ornement avec Tricoche et Cacolet. Puis, il y avait deux grands ovoïdes, deux grandes surfaces ovales, devrais-je dire, qui étaient là et qui étaient creuses. Et Jean-Louis Barrault, qui était un personnage extraordinaire, qui connaissait tous les projecteurs du théâtre, enfin, disait « mettez le 52 », enfin, c'était fou. Jean-Louis Barrault, qui était extrêmement exigeant, était quelque part pas content et il me dit « il faut que tu fasses quelque chose ». Et alors je lui dis quoi? Et tout d'un coup, une idée de génie me dit il faut que tu fasses deux oreilles. Comme ça, les oreilles. Je me suis mis les doigts dans les oreilles en me disant mais comment est-ce fait ce truc-là? Je suis parti dans les toilettes, regardé dans les miroirs, fait un petit croquis, etc. Donc je pense à ça, si vous voulez, quand il faut tout d'un coup dessiner un truc énorme sans avoir le moindre élément. Maintenant, je sais à peu près comment une oreille est. Avez-vous déjà regardé les oreilles dans le métro avec les méandres, etc. Essayez de modeler une oreille comme ça avec sa abrupto, c'est tout à fait fantastique. Puis il y a des gens qui ont les hopes qui descendent, il y a des boussis. Bon, enfin bref, alors donc, oui, pour finir l'anecdote, je monte sur l'échelle d'électricien, il n'y avait plus que ça. Vous savez, c'est cette échelle, il y a un rail en haut, un rail en bas, comme ça. J'avais une palette à vinyle, hein, comme ça, avec des pots, et le pinceau est hardi pour mes oreilles. Et vraiment, j'avais un trac fou, je ne savais pas si ça allait, comme toujours, je ne savais pas si ça ressemblait à des oreilles ou des demi-assiettes, quoi. Et heureusement, il y avait cette femme de ménage, et à qui j'ai dit, madame, à votre avis, qu'est-ce que je viens de faire là? Et elle m'a très gentiment dit, des esgourdes, mon petit garçon. Donc, j'ai été sauvé. Donc, si vous avez une main à sortir, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Je pense que j'arrive près de la conclusion. Il me reste ça à faire mardi prochain. J'arrive près de la conclusion. La conclusion, pour moi, on le voit très bien dans les deux Rembrandt que je vous ai montrés, tellement extraordinaires, la gravure de la petite tombe et de la pièce au sang florin, n'est-ce pas? L'axe, c'est l'index. Si vous devez décider une main dans quelque position que ce soit, n'oubliez jamais que les contours ne valent rien et que tout est sur l'index. Hein? Donc, par exemple, ici, vous vous amusez à placer l'index, comme vous l'entendez. Alors, avec la trochlée du... Maintenant, tout ça, vous êtes familiarisé. Avec la trochlée de la phalange, n'est-ce pas? Ensuite, voilà. Et voilà. Voilà un index qui indique peut-être quelque chose. Hein? Voilà. Donc, une fois que vous l'avez mis en place, n'est-ce pas? Si vous voulez faire parler la main, vous faites parler les doigts par, je ne sais pas, par rapport à lui.
Hein. Quand j'ai préparé à diverses époques ce dessin, parfois j'ai beaucoup fléchi le petit doigt, etc. Puis il faut que je vous laisse voir certains muscles. Mais franchement, la prudence, ce n'est certainement pas de mettre le médius, l'annulaire et le petit doigt. N'est-ce pas? La prudence, pour moi, me semble-t-il, c'est de placer le petit doigt, placer le pouce, ou placer le pouce et le petit doigt. Mais il me semble tout de même, par rapport à ce que je pense de la main, à ce que je vous ai dit de la main, à la façon dont on boit de l'eau dans la main, et puis même à ce cours, ce soir, où tout est là sur la racine du petit doigt, qu'une fois l'index là, il faut absolument aller placer le petit doigt, le placer tel qu'on le sent. Si je l'abaisse trop, vous voyez, du point de vue du cours, ça va être gênant, du point de vue des muscles, etc. Il ne faut pas que je l'abaisse trop. Donc, j'essaie de le placer assez naturellement, ce qui est le plus difficile, évidemment. Donc, phalange trochlée, ça va. Ensuite, peut-être un peu courte, non? Voilà, j'allonge. Ensuite, voilà. Voilà. Et ensuite, attention, c'est de 2/3. Je suis en train de faire l'imbécile. Voilà. C'est pas joli, ça. Voilà. Donc, la phalangette, excusez-moi, c'est un peu boueux. Et ça, c'est très mal placé. Il y a du bruit, hein. S'il pouvait y avoir un peu moins de bruit, ce serait pas mal. Voilà. Voilà. C'est pas très heureux non plus. Je recommence. Donc, il vaut mieux monter l'articulation ici. Voilà. Et voilà. Redescendre ici. Voilà. Et voilà. Donc voilà mon petit doigt. Voilà mon index. On va aller voir comment ça tient. Et puis on va sortir le pouce et les doigts secondaires, c'est-à-dire le médius et l'annulaire. Ça va, je crois. C'est peut-être amusant, je ne sais pas ce que vous en pensez, déverser un petit peu en arrière le pouce. Hein? Surtout pas le ramener, là, ce serait... On est d'accord? Donc, c'est un peu gros, hein, ça. Hop. Donc, on éverse en arrière. Alors, surtout trochlé, hein? Jamais s'amuser à ramollir. D'accord? Et puis, on part en arrière, si possible, en mettant en fuite. Je vais un peu regarder là, ça me fera du bien. Ouais. Ouais. Donc, en mettant en fuite la spatule, oh, je pourrais même aller plus loin. Oui. La spatule, voilà. Voilà. Nya. La spatule du pouce. Vraiment le faire partir par ici. Donc, vous voyez, ça donne envie d'alléger. Bon, puis alors, le reste, hein, eh bien, on va essayer de placer les deux doigts assez délicatement. L'annulaire. Voilà. Voilà. Ça va? Non, ça ne va pas. J'avais mis 4 phalanges. Voilà. Donc, ici. Voilà. Et enfin, on ne va pas trop le sortir, lui. Hein. Oui, c'est ça. Donc, le médius. Voilà. La trochlée qui est derrière, on ne la voit pas. On descend ici et on a une énorme phalange. Et vous n'y voyez plus... Si, ça va, je crois. On y voit.
Bon, évidemment, les spatules, celle-là est vraiment ratée, hein. Les spatules porteuses d'ongles font bizarre. Il faudra mettre les ongles peut-être à la fin tout à l'heure. Quand on rate un truc du premier coup, voilà, peut-être là ça va y aller. Voilà, voilà, voilà. Bien. Ben voilà l'ossature. Alors, comme toujours, la main paraît infiniment longue. Hein? On attend les masses musculaires, tena, hypothéna, et puis les tendons. Voilà, sinon, je crois que les proportions sont convenables. J'ai peut-être fait des métas un peu puissants, mais j'aime mieux des métas puissants que l'inverse, des métas qui ont l'allure de phalange. Regardez vous-même, je ne sais pas. Vous voyez? Ou là. Oui, non, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas à se plaindre. Question? Non, rien? Bon, alors, il faut être logique. Je ne vais pas mettre les interosseux, ça nous troublerait trop. Je vais étudier surtout les muscles qui sont là, évidemment, n'est-ce pas, et la racine du pouce. Donc, dans un premier temps, je referme, pour appuyer ces muscles, je referme le ligament annulaire. D'accord? En lui donnant ces lignes de force, surtout, qui... Alors, je ne vous dis pas que le ligament annulaire, on le voit comme ça, n'est-ce pas? On le voit en réalité quand on le dissèque, par exemple. On voit un ruban, n'est-ce pas? Et dans ce ruban, on voit des opalescences, des renforcements, comme ceci, n'est-ce pas? Et comme ceci. Mais bien évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais les contours sont là. Oui, mais les lignes de structure sont là, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il est pour nous plus utile de nous appuyer sur les lignes de structure. Voilà. Et de plus, c'est sur ce ligament annulaire que nous allons attacher les muscles qui vont au pouce, au méta du petit doigt, au départ de la phalange du petit doigt, au méta du pouce, faux méta du pouce, et au départ de la phalange du pouce. Alors, est-ce que par hasard vous étiez là mardi? Est-ce que vous vous souvenez? C'est assez simple. Il faut pouvoir opposer le pilier du pouce au pilier du petit doigt, n'est-ce pas? Il faut pouvoir prendre des objets étroits comme ceci et refermer la main de façon qu'elle devienne un demi-cylindre. D'accord? Pour ce faire, nous avons des opposants. Ce sont des muscles extrêmement plats, sans tendons, des sortes de rhomboïdes. Voilà. D'accord? Alors, voilà, voilà. Pour l'opposant du petit doigt, il prend le méta du petit doigt, comme ceci, n'est-ce pas? Et il le cravate. Il le cravate comme ceci. Donc on comprend bien que lorsque ce muscle se met en contraction, eh bien, le méta va rouler sur lui-même et venir s'opposer, on ne peut pas dire mieux, s'opposer au faux méta du pouce. Alors, ce soir, je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas la place, je suis en raccourci, mais je vous rappelle que dans certains vieux livres d'anatomie, c'est assez joli, j'aurais pu faire ça en bleu, ils indiquent
que du ligament annulaire du carpe naissent des espèces de petites fibres tendineuses, comme ça. Donc ce ligament annulaire du carpe n'est absolument pas plane. Il présente des surépaisseurs, si vous voulez je peux le faire en blanc, il présente des surépaisseurs qui sont à la source, n'est-ce pas, de ces muscles. Donc il y a des rugosités tendineuses, hein, qui donnent naissance. Il suffit de suivre la direction de la fibre musculaire pour la voir disparaître. C'est très très joli. Pour la voir disparaître dans ce ligament annulaire du carpe. Et ces opposants, du côté du petit doigt, tout de même, quand vous touchez l'os, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on sent très bien une douceur le long de l'os, n'est-ce pas? On sent très bien ces fibres. Donc, en fait, l'opposant est ici. Voilà, cravate l'os, comme ceci, et descend sur le ligament annulaire du carpe. Et s'insère dans un petit pilier tendineux qui vient le chercher. Ça aurait été très simple si l'opposant du pouce avait été dans le même plan. Ce n'est pas le cas. Donc, on va traiter hypoténare d'abord et ténare ensuite pour respecter l'ordre anatomique pour ceux d'entre vous pour qui ça a une certaine importance. Voilà donc l'opposant. Voilà. Il ne faut surtout pas passer sur l'os, hein. Il faut bien faire sentir la gouttière. Voilà. Ensuite, tout le monde sait qu'on fléchit le petit doigt de façon très indépendante. Alors, regardez si vous deviez le faire avec le médius ou l'annulaire, avec l'index, il n'y a pas de problème, mais alors le petit doigt, il a une indépendance de fonction. J'ai retrouvé la phrase, c'est Jean-Michel Damian qui a dit ça dimanche dernier l'après-midi, à propos des variations de Schumann. Il a dit ce qui est étrange, il l'a dit très naturellement comme ça. Il a dit ce qui est étrange, c'est que dans le moindre accord, on sent que chez Schumann, chaque doigt est sollicité. Alors, c'est... D'accord ? Et voilà le problème, n'est-ce pas, qui a conduit Schumann à vouloir se donner de la puissance, une puissance à l'annulaire équivalente au petit doigt ou au médius. Il n'admettait pas, n'est-ce pas, que ce doigt puisse être sollicité avec autant de force que ses voisins, ce qui est impossible. Donc, c'est évident, aussi choquant que ça puisse être, on fait des trucs fantastiques avec son petit doigt qu'on ne fait pas avec les voisins. On a donc un court fléchisseur, ça saute aux yeux, on a un court fléchisseur du petit doigt. Voilà, qu'on va accrocher ici, d'accord, et placer gentiment, pas trop de surplomb. Voilà, pas trop de surplomb, arrivant sur le ligament annulaire. Mais, ce que je trouve assez raffiné, n'est-ce pas, c'est qu'il y a un petit morceau d'opposant qui fait le lien. Et ça se voit. Je prétends que ça se voit dans la mesure où le contraste de dessin entre la masse qui est à la racine du pouce et le passage du côté petit doigt, ça se voit dès qu'on ouvre la peau, on voit bien ce jeu, n'est-ce pas? C'est-à-dire le court fléchisseur et hop, une solution de continuité dans l'opposant. Voilà. Je crois que c'est très évident, n'est-ce pas? On comprend ce plan, on comprend ce court fléchisseur et on comprend aussitôt qu'il manque l'essentiel, c'est-à-dire l'écarteur du petit doigt.
Alors lui, tout de même, tout le monde le connaît, il est extraordinairement puissant. Et puis, lorsqu'il est en contraction, la plupart du temps, la peau est repliée au-dessus par un muscle possier que je vais vous indiquer. Donc là, c'est un muscle très, très puissant, s'attachant ici, voilà, descendant jusqu'au pisiforme, jusqu'au pisiforme. Je n'ai pas 3 couleurs de rouge, je suis désolé. Voilà. Et voilà. Et voilà. 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 Donc, gardons de la délicatesse du plan de l'opposant ici et là. Enfin, si vous voulez bien. Le court fléchisseur est court. Ça s'attache dans le ligament annulaire du carpe, tandis que lui descend très bas. Dessinant la main de façon très, très présente. Alors, comme le métacarpien en dessous est tout petit, alors que la masse est considérable, eh bien, à la surface, dans l'épaisseur de la peau, il y a un petit muscle possier, comme ceci, qui s'appelle palmaire cutané, peu importe. Ça veut dire le palmaire qui est dans la peau, cutané, n'est-ce pas? Qui va déterminer, lors de sa contraction, une strie longitudinale qui se dessine. Hein. Voilà, je vous la dessine comme ça. Très variable suivant les individus, mais non moins intéressante. Ce que j'aimerais, c'est que, si vous voulez bien, vous preniez bien conscience que, par exemple, chez moi, c'est une main masculine très banale, n'est-ce pas? Voilà le grand palmaire à la racine du pouce, longeant le versant interne du tubercule du scaphoïde. Voilà le cubital antérieur à la racine de l'hypothéna, et mon pisiforme n'est pas très discernable. Mais chez certains individus, regardez sur vous, c'est très intéressant, le pisiforme est parfois extraordinairement visible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on peut très bien en sortir le dessin, et paradoxalement, souvent chez la femme, n'est-ce pas? Donc, et il est d'autant plus discernable qu'atteignant le pisiforme, vous avez, vous le savez, le tendon du cubital antérieur. Donc, du point de vue et qui est là dans une position de 2/3, n'est-ce pas? Qui n'est pas dans... Voilà. Donc, tout de même, du point de vue du dessin, puisque vous vous êtes amusé à suivre mon cours et à rentrer sous la peau, il y a là quelque chose d'assez, je sais pas, d'assez incisif, si je puis dire. Et puis, il y a ce vide-là, n'est-ce pas, qui permet à la main de se rabattre. Il y a une main de Giotto, non, de Frangelico, oui, il faudra que je vous montre ça, c'est très intéressant. Complètement erronée, mais heureusement, on ne le voit pas parce qu'elle est en dessous de l'autre. Il y en a une qui a une position impossible, et l'autre est tellement poétique qu'on ne regarde pas celle qui est en dessous, heureusement. Donc, voilà. Donc, c'est tout de même assez extraordinaire, ce pilier, quand on le voit tout seul. Alors, je vous rappelle, je ne sais pas si ça vous amuse, si vous voulez en parler en public, ça s'appelle l'éminence hypothénaire. Alors, là, vous avez l'opposant. Là, vous avez l'écarteur, qu'on appelle
en anatomie adducteur, parce qu'il revient vers l'axe du corps, n'est-ce pas? Ce qui est relativement paradoxal si on regarde la main en elle-même, n'est-ce pas? Donc l'adducteur, pour être plus clair, on peut dire l'écarteur, et là le court fléchisseur. Ça vous va? Question? Je ne vais pas trop vite là, hein, j'avance calmos. Vous dormez d'ailleurs un peu, mais ça fait rien. Nous tous, c'est que... Oui, ça marche. Bon. Alors maintenant, pas de questions. On s'occupe du pouce. Le pouce, ça n'a rien à voir avec le petit doigt. N'est-ce pas? Rien. Tout est là. N'est-ce pas? Souvenez-vous, c'est la dernière fois. Mais laissez-moi faire mon petit jeu. Ça a vraiment été une découverte pour moi. Alors, forcément, pour vous, c'est trop naïf. N'est-ce pas? Mais ça, il n'y a pas de problème. Schlack. Et ça. Bon, et puis après, et regardez, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez habiller ça. 1, 2, 3. Ici, vous avez la ténare que vous venez d'étudier. N'est-ce pas? Regardez, c'est génial. La main sort comme un rien. N'est-ce pas? Et vous sentez bien que c'est une main palmaire. D'accord? Et vous pouvez même en retirer un peu là, et descendre là, ce sera encore meilleur. D'accord? Et celle-ci, bon, bah, c'est une main dorsale. C'est plus l'heure. D'accord? Mais enfin, c'est évident aussi, on ne va pas plus loin. Par contre, là, 1, 2, 3, et IR, etc., etc. Mais là, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, il y a des gens qui ne s'appelaient pas, il faut qu'ils ramollissent. Et c'est un plan plat, n'est-ce pas, qui va jusqu'au médius. Une espèce d'éventail d'adduction du pouce. Fantastique. C'est un côté bestial, moi j'aime bien. Un côté animal, vous voyez? Un côté simiesque. Évidemment, ça ne randouille pas. Hein? Il y a un côté plan plat. En plus de ça, c'est un muscle très profond qui reste visible en surface. Et là, il est rigolo parce qu'on voit les deux feuillets dans cette attitude. Donc, c'est l'adducteur du pouce, ADD. Il vient s'attacher là et là. D'accord? Et alors, si je n'avais pas fait ce que je viens de faire, il descendrait jusqu'au milieu, hein, jusqu'au semi-lunaire. D'accord? Bon, ça, on ne le voit pas sur le vivant, mais sur le vivant, on voit très très bien ce plan-là, n'est-ce pas? Donc, on peut y aller. Un rideau, avec plus c'est bêtement dessiné, mieux c'est. C'est ça qui est très intéressant. Voilà. Voilà. Alors, un rideau, et en plus, qui va au médius. Ce qui nous dit, en gros, eh bien, ça traverse la main, ça. Avec deux feuillets. Hop, hop, et hop. Et là, ça rentre sous les muscles de l'éminence hypothénaire. Voilà. Et ça sert tout le long du médius, là où on voit une rugosité médiane. Voilà. Adducteur, ADD. Un grand rideau qui ramène le pouce en opposition à tous les doigts. N'est-ce pas? Là, ça. Question? Non, ça marche, vous suivez. C'est Thierry. Comment? Jusque-là. Je veux dire, ça s'attache là. Je ne comprends pas très bien la question, mais ce n'est pas grave. Et ça se met en rideau
dans l'axe ici, si vous voulez, du médius. Ah non, pas par là. Ah bah non. Là, c'est métaphysique, là. Non, non, mais on peut tous se perdre. Je vais vous faire un petit adducteur. Voilà. Voilà un feuillet de l'adducteur, voilà 2 feuillets de l'adducteur. Un feuillet, alors, ce serait mieux comme ça. Voilà, un feuillet allant au médius, un feuillet, il est un peu gros celui-là, allant à l'index. Voilà. Voilà. Les 2 feuillets qui se réunissent à la base du pouce. Un allant au médius, l'autre à l'index. Voilà. Disposés comme ceci. Nous prenons, c'est trop gros, je vais prendre la main gauche qui est là, éclatée. Voilà. Nous en prenons un comme ceci que nous insérons là. Vous me suivez? Et un autre que nous insérons en dessous. Tout ça est trop grand. Voilà, mais ça serait bien si ça dépassait un peu. Voilà. Et ça descend, là où je dis que ça descend jusqu'ici, n'est-ce pas? Ce sont 2 feuillets, d'accord, posés sur la main, au travers de la main. Mes chers amis, il n'est pas question que ça passe de l'autre côté. On est clair, ce n'était pas la question. Si, voilà. Bon, mais non, c'est la paume, c'est ce qui fait la paume. Entre les méta, je n'ai pas voulu en parler aujourd'hui pour ne pas compliquer. Quand j'avais des mains planes, je vous ai mis des écarteurs, n'est-ce pas, des doigts qui sont des interosseux dorsaux et des rapprocheurs des doigts qui sont des interosseux palmaires. Donc si vous avez l'occasion de relire vos notes, la synthèse viendra. D'accord? Autre question? Non, on n'a pas une petite question pour moi? Non? Bon. Thierry. Si ça ne va pas jusqu'à l'autre côté, qu'y a-t-il comme muscle? Ah, qu'y a-t-il comme muscle? Qu'y a-t-il comme muscle? Vous avez la... Bon, il est nécessaire que je fasse un petit cours. Là. Justement, ce dont je viens de parler. Donc, j'ai prêché dans le désert. On va prendre un dos de main. Vous voulez bien? C'est malheureux, il est tout petit, celui-là, là-bas. Un dos de main droite. Voilà le méta de l'index. Ne vous inquiétez pas, j'ai parfaitement le temps. Voilà le méta de l'index. Voilà le méta du médius. Voilà le méta de l'annulaire. Et voilà le méta du petit doigt. Protubérance externe. Hop, ici on a l'os crochu. C'est pas mal d'ailleurs d'en parler de ce côté-là, car il est crochu de l'autre côté, bien évidemment. Hein? Voilà, l'os crochu. On fait une petite révision. Ensuite, ici, un grand machin avec une tête arrondie à l'intérieur du poignet. Tête arrondie qui est là, qui est le trou sur lequel on peut étendre la main au maximum, n'est-ce pas, à tel point qu'elle peut aller à 90 degrés et au-delà. Ici, donc ça s'appelle le grand os, n'est-ce pas? Ici, le trapézoïde. Là, en dessous, le pyramidal, je suis allé un peu loin avec ma tête. Voilà.
le pyramidal qui est celui que j'ai mis là. N'est-ce pas? Donc le pyramidal qui est au dos du pisiforme. Là, le petit bateau naviculaire. Et là, le grand bateau, qui de ce côté-ci n'a aucune protubérance. Souvenez-vous, c'est celui qui est là, qui fait le passage tellement délicat et qu'on palpe la matière anatomique lorsqu'on a l'impression qu'il avance, lorsque l'on ramène le pouce. Et là, le pouce avec son trapèze, et vous êtes de dos. Et vous avez un petit espace ici, et un métacarpien de l'index qui est un peu faible par rapport au métacarpien du pouce. Voilà. On pourrait vous mettre une ébauche de radius parce qu'on n'est pas avare. Voilà. Et la tête du cubitus et le départ du cubitus. Voilà. Nous en sommes là. Nous ajoutons phalange, phalange. Nous n'irons pas plus loin. Phalange, phalange. D'accord? Nous nous contenterons de ça. À la base des phalanges, n'est-ce pas, des petits méplats obliques. Oui, c'est bien ça, ils sont bien obliques. Voilà. Donc, si je fais un agrandissement de la base de la phalange, ça fait ceci, ceci, cela. Et il y a des petits méplats obliques. Et là, la trace de la tête arrondie du métacarpien. Eh bien, cher Thierry, voilà cette main. Vous pouvez écarter les doigts. Écarter les doigts. Et bizarrement, à l'inverse de tout ce que je raconte sur l'axe de l'index, là, l'axe, c'est le médius. Mais ce sont les doigts, ce n'est pas la main, n'est-ce pas? Donc, ça ne fait pas du... Bon, allez, bref, ça ne fait pas du médius, un axe de la main. Donc, on descend un tendon ici, on descend un tendon là, on descend un tendon là, on descend un tendon là, et on a des écarteurs. Et même si vous voulez, maintenant, vous pouvez descendre un tendon là, n'est-ce pas? Et placer, car ça déborde là, évidemment, et placer l'écarteur du petit doigt, n'est-ce pas, qui vous dessine. Bon, mais lui, c'est un peu particulier, il descend très bas. Les autres se contentent d'être des interosseux entre les métacarpiens. Vous vous souvenez maintenant? Voilà. Eh bien, ce que vous sentez là, ce dont vous me parlez, eh bien, bien évidemment, ce sont ces interosseux dorsaux, n'est-ce pas? Si vous voulez celui-là, je n'ai pas voulu le mettre aujourd'hui, donc ça vous a troublé, n'est-ce pas? Il serait là. Hein? Mais il y a pire encore. Hein? C'est que je vous ai, à une certaine heure, 2 ou 3 fois, parlé des rapprocheurs des doigts, qui sont dans les espaces laissés vacants, et qui iraient donc à la paume. Mais si vous y tenez, en calculant bien, il faudrait que je me débrouille. Voilà, j'ai un muscle ici. J'en ai un autre. Le médius est tranquille. J'en ai un autre là, si je ne me trompe. Et j'en ai un autre là. Et voilà, ça, ce sont des interosseux qui glisseraient entre les métacarpiens. Ça vous va, là? Mais je suis loin de les voir. Donc, sur le dos de la main, vous avez les métacarpiens qui dessinent cette forme tellement caractéristique chez Rembrandt, parce que Rembrandt, c'est l'intelligence, n'est-ce pas? Ce trapèze, avec des têtes arrondies. Moi, je ne sais pas, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est génial. Vous avez des mains de Rembrandt, c'est ça, hein? Pardon. Voilà, par exemple, ici, un petit ventre là, si vous voulez, et puis il couche le pouce comme ça. Eh ben, c'est une main en raccourci. D'accord? Eh bien, vous avez le trapèze des métacarpiens qui est présent là.
Là, c'est l'interosseux, n'est-ce pas, ici. Et là, c'est le muscle écarteur. N'est-ce pas, et il couche le pouce, comme ça. S'il a envie, il peut mettre un plan là. C'est l'abducteur. Vous me suivez? En fait, on a l'impression que c'est un type qui part des axes. De toute façon, ces dessins, c'est de la mécanique. C'est pour ça que c'est tellement profond, humainement, sentimentalement, parce que ça n'a rien de sentimental. C'est pas du tout... Si vous comparez avec les Italiens, il n'a jamais voulu aller en Italie. Ça le dégoûtait. Voilà. Parce que, bon, il avait été l'élève. Si vous allez au... Non, je ne sais même pas si on voit ça maintenant au Louvre. Si vous allez à Lyon un jour, alors là, c'est merveilleux, parce que vous avez un musée sublime dans lequel nous sommes allés il y a 2 ou 3 mois, une semaine, au milieu d'une semaine, je crois, nous étions seuls. Voilà. Il y a des Manet, il y a une ébauche de Manet pour un portrait de fille, c'est somptueux, etc. Bon, et alors il y a un tableau extraordinaire, comme à Paris aussi, au musée Cognac-Jay. Un Rembrandt devait, ça doit être de 22, etc. Il est né en 6, n'est-ce pas? Donc des Rembrandt qui datent de ses 16 ans. Alors au musée Cognac-Jay, je ne sais pas si vous connaissez, c'est rue Elzévir, dans le Marais. Il y a un Tiepolo sublime, il y a des petites choses 18e un peu légères, il y a un très joli portrait de l'architecte Ledoux, je ne sais plus par qui, Labille Guillard, je crois, une très très jolie chose. Et il y a un Tiepolo sublime, un banquet de Cléopâtre extraordinaire. Bon, mais parlons de Rembrandt. Il y a le Balaam sur son âne en train de taper, par exemple. C'est du Rembrandt avant Rembrandt, n'est-ce pas? Et à Lyon, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, c'est un Saint-Étienne qui reçoit des cailloux. Eh bien, malgré tout, ça ressemble à des pinasses. J'ai oublié le nom de l'autre, là. À des peintres hollandais pleins de muscles. Lastman. Hein, vous essayerez de voir ça. Ce sont les maîtres de Rembrandt, n'est-ce pas? Pinasses et Lastman. Ben, ce sont des bonshommes indigestes, n'est-ce pas? Il y a au Louvre, je ne sais pas quoi, un type, enfin bref, il est tout nu. Donc il est plein de muscles, enfin comme un type qui ferait du bodybuilding. C'est drôle, j'en montre jamais cette année. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Donc Rembrandt qui a avant tout un goût, ben, visiblement il déteste ça. Donc, comme ceux-là étaient allés en Italie et en étaient revenus plein de muscles et de stations hanchées et autres, il faut voir au Louvre, je vous les ai montrés en diapo, n'est-ce pas, les Bronzino, si vous voulez, je les ressortirai. C'est tellement dégoûtant, n'est-ce pas? On ne sait pas s'il avait une foi ardente, mais en tout cas, il avait le dégoût du ridicule, n'est-ce pas? Donc, il a une vision très mécanique des choses. Et ses mains, c'est génial. Je vous dis, on en regardera. Je crois que j'en ai ce soir. Oui, j'en ai dans les diapos. Alors, voilà, vous avez l'abducteur. Ça y est, je crois que le problème est résolu. Là, il y a les interosseux. Et si vous voulez, on peut mettre un tout petit peu d'interosseux dorsal là, écarteur de l'index, que vous voyez bien. Maintenant, on continue. Autre question? Non. On continue à la base du pouce. Alors, tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui voudraient avoir des connaissances anatomiques, j'avais commencé par l'opposant, puis le court fléchisseur, puis l'écarteur. Là, on commence par le court fléchisseur. Et ce court fléchisseur, je l'ai déjà dit mardi, bon, on ne peut pas dire qu'il soit très discret, hein. C'est à l'opposé de ce qui se passe du côté petit doigt. C'est tout à fait brutal. Et bien, ça donne à la racine du pouce une espèce de pyramide musculaire extrêmement puissante. Vous voyez? Et vous y allez, hein, mais de toutes vos forces, quoi. Yac! Yac! D'accord? Rien à voir avec la délicatesse des muscles du petit doigt. Donc, on descend interféré avec l'autre sur le carpe. Évidemment, tout est en raccourci. Mais ça y va. Hein, ça y va. C'est donc le court fléchisseur du pouce.
Moi, je le vois chez moi. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le morceau de viande qui est là. D'accord? Ici, là. Court fléchisseur du pouce. Regardez sur vous. En général, il est très visible et très puissant. Alors, tout à l'heure, on avait l'opposant en dessous. Là, où est-il? On a l'opposant au-dessus. Voilà. Voilà. Voilà, on a l'opposant au-dessus. Voilà. Sans intérêt. On ne le voit pas. J'ai fait une bourde. Il ne faut pas qu'il empiète là. N'est-ce pas? Et il vient se glisser dans l'autre opposant. Donc je suis allé trop loin. Excusez-moi. J'ai un faux trait. Voilà. 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 Alors il y a l'opposant. Bon. Vous pourriez le sentir si vous touchiez l'os. Surtout lorsqu'on dissèque, on se dit « Ah, l'opposant !» Bon, voilà. C'est plat comme une feuille. Voilà, et ça empêche de toucher directement l'os sur le bord externe, c'est tout. Voilà. Et puis alors, après, il y a ce muscle sans nom, n'est-ce pas, que dans les livres d'anatomie, on appelle écarteur du pouce, abducteur du pouce, certainement pas. Je l'ai dit et redit, les écarteurs du pouce sont ceux-là. Non, non, c'est un fléchisseur, le voilà contracté là. N'est-ce pas? C'est un fléchisseur du pouce vers la racine du petit doigt. Alors vous avez un court fléchisseur interne, eh bien c'est un court fléchisseur externe, tout bêtement. N'est-ce pas? Dont le tendon s'insère ici. Mais je suis très en avance ce soir, c'est très inquiétant, parce que je ne pense pas que j'ai mis énormément de diapos. Voilà. N'est-ce pas? Ce court fléchisseur, je croyais que c'était beaucoup plus long de traiter ça. Ce court fléchisseur externe, le voilà là. Mais attention, n'est-ce pas? Surtout ne pas trop déborder. Il faut garder ça. Il faut garder ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On y est? De ce côté-ci, on ne déborde pas. Là, on se laisse aller tant que l'on veut. Mais encore que dans cette attitude, tout de même, on est assez près de l'os et on ne peut pas aller trop loin. Hein? C'est intéressant. Voilà. Ça vous va? C'est un peu efflanqué hein, pour le moment. Il n'y a pas de graisse. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas d'ongle, il n'y a pas de tendon de l'avant-bras. Les opposants. Oui, oui. Les opposants viennent s'entrecroiser sur... Peut-être que je ne suis pas capable de répondre. Hein. Viennent s'entrecroiser ici. Donc, j'essaie de répondre à votre question. L'opposant du pouce descend ici et entrecroise, leurs fibres s'entrecroisent de façon à bien refermer. Vous me demandez, cet opposant du pouce qui est là, au-dessus du court fléchisseur, où s'insère-t-il en bas? Le court du fléchisseur du petit doigt, il glisse là,
n'est-ce pas? Et l'autre arrive ici. C'est bien ça? Donc, ils sont, n'est-ce pas? Ce que vous avez là, c'est mon entrecroisement ici. Je vais vous remettre quelques fibres pour que ça ressemble. N'est-ce pas? En fait, les fibres interfèrent en arrivant sur le ligament annulaire du carpe. Comme deux, comment pourrais-je dire? Comme deux gerbes, n'est-ce pas? Deux éventails qui passent l'un devant l'autre. D'accord? Donc, il y a l'opposant du petit doigt qui vient tout le long du méta ici, l'opposant du pouce qui vient tout le long du méta ici. Ils descendent tous les deux comme deux plans et interfèrent sur le ligament annulaire du carpe. Rien à voir avec les autres qui sont des fusiformes, qui ne vont pas sur des segments, ils vont sur des points. Donc ce sont des muscles, je n'ai peut-être pas été assez clair, ce sont des muscles, par exemple celui-là, là, n'est-ce pas? Étant donné qu'il va sur un point, il est fusiforme. Il va sur le pisiforme, n'est-ce pas? C'est toujours la même histoire depuis le début de l'année. N'est-ce pas? Voilà le pisiforme, l'insertion supérieure. D'accord? Donc, nous avons des muscles plats, comme, je ne sais pas, le grand dorsal, le rhomboïde, le trapèze, etc. Les opposants. Et nous avons des muscles fusiformes, et nous avons des muscles qui vont d'un point à un point, qui, de ce fait, ont des volumes tout à fait différents et contrastés. Ça marche? Autre question. Ça va? Bien. Alors, je crois que j'ai... Non, il me manque les tendons de la main. Petit palmaire. Le petit palmaire rentre en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe. Regardez sur vous, surtout les filles, n'est-ce pas? Moi, j'en ai pas. Donc, vous avez un tendon qui rentre en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe lorsque vous faites ça. Là. Donc là, il peut jouer vraiment son rôle. Petite corde, délicate. Alors, évidemment, je ne vous ai pas mis les fléchisseurs, hein, parce qu'on ne s'y retrouverait absolument pas. Donc, petit palmaire. C'est pas mal si vous le voyez, n'est-ce pas? Le petit palmaire rentrant en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe. Et évidemment, je pourrais m'amuser à le poursuivre là, n'est-ce pas? Et à aller placer, je n'ai pas mis les fléchisseurs. Si vous voulez, je peux mettre les fléchisseurs de l'index dans le fond. Voilà. Peut-être ça fera plaisir à certains. Si je mets le fléchisseur profond de l'index, n'est-ce pas, ici, voilà. Ensuite, j'ai le fléchisseur superficiel qui fourche là. Et je rentre entre les deux feuillets de l'abducteur. Je peux me mettre aussi un fléchisseur du médius, un fléchisseur de l'annulaire, un fléchisseur du petit doigt, à condition de ne pas faire une bêtise que je viens de faire. Stop, 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 stop. Évidemment, il passe à l'intérieur du court fléchisseur. Voilà. Donc, un petit coup de fusain, parce que c'est un peu mou. Fusain a cet avantage de dissimuler les mollesses. Voilà. Voilà. Donc là-haut, on pourrait mieux traduire la fourche et le fait que le fléchisseur profond pénètre dans la fourche. Comme ceci. Voilà. Donc, mon petit palmaire.
en fait, va s'étaler dans la paume et donner naissance, lorsqu'il existe, s'il n'existe pas comme chez moi, eh bien, j'ai dans la paume une aponévrose qui est attachée en profondeur au plan osseux, n'est-ce pas? Et le vide aussi, n'est-ce pas? Puisque le corps est sous vide, il n'y a pas la moindre bulle d'air là-dedans, n'est-ce pas? Donc la peau est appelée en profondeur sur les plans profonds. Donc, j'ai une aponévrose palmaire qui me tient le creux de la main, et partant de cette aponévrose, à la racine de chaque doigt, j'ai une extension aponévrotique. Donc, en fait, je pourrais m'amuser, si je le fais délicatement, ça peut ne pas être vilain, n'est-ce pas, à indiquer, voilà, à indiquer l'aponévrose palmaire, allant à la racine de chaque doigt, interférant comme ceci. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le pouce n'a rien à voir avec cette histoire. N'est-ce pas? Un Dupuytren n'a jamais affecté un pouce. Le pouce mène une vie complètement indépendante. Il n'y a qu'à la racine des doigts que vous ayez des ligaments qui maintiennent l'extension. Du moins, je crois. Il y en a peut-être un à la racine du pouce, mais il est indépendant. Donc, quand il existe, ce petit palmaire se continue dans une aponévrose qui vraiment, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est toujours le même problème, n'est-ce pas? Il y a une gaine des doigts. Vous allez voir ça, je crois, très très bien chez Léonard tout à l'heure. Enfin, lui, il l'avait vu dès 1500. Il est mort en 1512. Et il a fallu attendre 2 siècles pour avoir une étude anatomique de la main aussi extraordinaire que la sienne. Donc, je reviens. L'ennui, c'est que le blanc vient en avant. Donc, je le fais reculer à coup de fusain. Voilà mes 2 éminences. Alors, petit palmaire. Grand palmaire, maintenant, que vous allez si bien voir, enfin, n'est-ce pas, dans ces affiches de mai 68 et ce journal, La Cause du Peuple, qui, comme emblème, avait donc ce point fermé. Vous avez donc le grand palmaire qui est ici. Celui-là, je n'ai aucun mal à vous le montrer. Il longe le versant interne du tubercule du scaphoïde. Le tubercule du scaphoïde est là. Le versant interne est ici. D'accord? J'ai mis un si gros cubital antérieur que je peux tout de même y aller. Je pourrais même le mettre en vert, ce serait plus convenable. Voilà. 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 Voilà les grandes cordes des fléchisseurs du poignet, n'est-ce pas? Et les cordes qui sont là à la racine de ce dessin de la main. Alors, si vous voulez, bien évidemment, tenez Thierry, ça serait peut-être une bonne réflexion pour vous, ça. On a l'humérostylo-radial, qu'on voit si bien chez vous, qui découpe, si je puis dire, la main en plan antérieur et plan postérieur, dans la mesure où cet humérostylo-radial vient s'insérer exactement sur la styloïde du radius. Donc les radiaux sont de l'autre côté et les fléchisseurs, les palmaires, sont de ce côté-ci. Donc lui, c'est la limite. Si nous regardons là, ben, nous sentons les tendons, nous les voyons, pardon, les tendons, les 2 petits tendons externes de la tabatière anatomique. Donc, nous avons ici un raccord tendineux, comme ceci, n'est-ce pas? Et nous avons, bien évidemment, les courbures musculaires. Regardez sur vous, moi. Oui, ça y est. Les courbures musculaires correspondantes qui sont ici. Donc, vous avez... Oh, pardon. Donc, vous avez les extenseurs du pouce dont les corps charnus sont ici.
Par contre, de l'autre côté, n'est-ce pas, absolument respecter le vide. De l'autre côté, c'est limite, hein, mais là, on a le cubital antérieur. On pourrait dire que de l'autre côté, ici, c'est pas mal, ça fait pas mal. On a le cubital postérieur. Bon. Je vous dis respecter le vide, oui, mais il y a quand même ici une localisation graisseuse pour protéger la fragilité de cette région. Très légère, n'est-ce pas? Mais j'avais un prédécesseur qui se trouvait drôle, qui a écrit des livres qui étaient lisibles jusque dans les années 70 à peu près. Oui, jusqu'à 68, c'est drôle. Quand j'étais jeune et que j'étudiais la morphologie, puisqu'on m'avait dit que j'étais fait pour enseigner ça, c'est Lecœur qui me l'avait dit, et Bellugue, donc ce monsieur, dont, si vous trouvez les livres, bah, mettez-les dans votre bibliothèque, on verra ce que vous en ferez. Moi, je ne peux plus lire ça maintenant. C'est vraiment de la morphologie des années 30. Alors, il a une expression qui est très bonne pour le bras spiralé, comme ça, vous voyez, il dit c'est comme un torchon qu'on essore, c'est pas mal. Et là, pour ces localisations graisseuses, il dit elles permettent de se tenir correctement à table. D'accord? Mais qui se tient encore à table sur le bord cubital, les bords cubitaux appuyés sur la nappe? Peut-être, peut-être. Voilà, donc il y a une localisation protectrice ici. Alors, eh bien maintenant, il ne nous reste plus que le gras, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous du gras du pouce? Je ne sais pas, moi, par rapport à l'articulation. N'est-ce pas, dans cette vue? Un petit peu en dessous, je dirais. Il ne faut pas tomber dans le mou, hein? Voilà, je vous propose ça, moi. Il y a plus spatulé, il y a plus gras, il y a plus goutte d'huile. Tout ça, c'est très indiscret. Hein, donc, on va pas s'avancer là-dedans. Les malheureux qui ont des doigts secs comme des coups de trique, enfin, ils ne sont pas malheureux, ils sont contents et ils sont secs. Voilà. Donc ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que ça la peau, raccorde, n'est-ce pas, le plan de l'adducteur du médius. Et on a un deuxième feuillet là. Et puis on a le feuillet ici, schlack. Voilà. Et là, rien, mais rien. J'insiste, hein. Pas un brin de gras ici. D'ailleurs, c'est bleu sous la peau, je l'ai déjà fait remarquer. Je me suis même mis en colère parce que j'avais l'air d'un imbécile en disant que le ciel était bleu parce qu'en fait, l'univers est tout noir. Voilà donc le pouce. Là, il y a je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est un bout d'os qui dépasse. C'est un peu en trop quand même. Bon, alors l'index, ben, il va en manquer un bout, mais c'est pas grave. Comment ça se passe? Bon, là, ça descend nettement en dessous de l'articulation. Hein. Vous êtes d'accord? Donc, attention, c'est mou, ça. Donc, on descend ici. Malheureusement, on ne peut pas avoir le pli. Alors ici, par rapport à l'articulation, je ne sais pas comment c'est chez vous, suivant la palmure, n'est-ce pas? Mais c'est tout de même bien au-dessus. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est la localisation graisseuse qui protège l'articulation ici. Et vous savez que ça va donner un pli de flexion des 4 doigts. Je suis peut-être monté un peu haut. Voilà. Donc ici, vous avez la graisse du dessous. Attention, qu'est-ce que je fais là? Oula. Voilà, oui, non, ça fait ça. Yac. Voilà, ici. Et voilà, petit coup de fatigue. Voilà, donc, on monte l'index délicatement, comme ça. Voilà.
Bon, les doigts, c'est un peu assommant, mais on va essayer de le faire. Donc là-dessus, vous avez des cheveux qui poussent réunis par un vernis, si je puis dire, un colloïde, n'est-ce pas? Donc ça vous fait des ongles enracinés dans l'os. Donc très difficile à déraciner. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la dissection de main, n'est-ce pas? Ça fait des doigts très intéressants, spatulés. On garde le haut. On ne touche pas à la partie supérieure des doigts. N'est-ce pas? On ne touche pas à ça. Et on se permet toutes les privautés pour la partie inférieure, en particulier pour le petit doigt, ou alors là, c'est quasiment scandaleux. La graisse du dernier élément du petit doigt va bien au-delà de l'articulation. N'est-ce pas? Ensuite, il est palmé tout de même assez haut, chez moi, n'est-ce pas? Ici, voilà. Donc, il ne reste pas grand-chose hein, pour les deux éléments intermédiaires, minuscule et un peu ridicule ici, et voilà. Voilà. J'ai envie de laisser les autres doigts tranquilles, mais peut-être ce n'est pas convenable. Donc, une petite indication légère. Hop. Voilà. Et ça, je trouve ça génial, moi. Je ne sais pas. Prendre conscience que quand on dessine un doigt, tout est en os au dos, n'est-ce pas? Et on ne peut boudiner qu'en dessous, ben, on verrait peut-être des dessins de main. Je pense toujours qu'ils ne m'en veuillent pas, surtout. N'est-ce pas? Attardi, qui est un type assez respectable. Je ne parle pas d'art contemporain, parce qu'il n'y a aucune main... Il y avait un type qui s'appelait Journiac. Il est mort. Il ne faisait que des trucs sinistres, ce type-là. Et alors, pour faire des mains, ben, il achetait des squelettes de mains, il leur mettait des bagues. Dans l'art contemporain, je crois d'ailleurs qu'il y a eu une exposition sur la main. Et donc, il y avait notre moulage du 19e, là. Et il y avait des mains de Journiac. Ça ne doit pas être très joli, ce que j'ai fait. Il y avait des mains de Journiac. Les gens... Je ne sais pas, il y a une exposition qui est fantastique en ce moment. C'est chez Yvon Lambert, rue Vieille du Temple. C'est le stade ultime, je crois. Un type, mais c'est la nullité absolument parfaite. Il y a des écrans de télévision, etc. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est le sourire du personnage quand on l'interviewe. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est fascinant. Je suis rentré, très vite ressorti, car il n'y a rien à voir, si ce n'est la satisfaction du personnage. C'est très, très étonnant. Comme l'autre, là, qui avait fait une exposition qui s'appelait Crémaster. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne sais pas si vous le saviez, mais... Et je me suis dit, zut, ça a l'air d'être anatomique. C'était, vous savez, non? Un muscle érecteur du pénis. Eh bien, moi, je suis un brave bonhomme qui va partir à la retraite et qui vous a dessiné une main vue du côté petit doigt. Individu en voie de disparition. Voilà une main un peu courtaude. Hein, je suis toujours coincé par le haut du tableau. Question? Pourquoi le petit palmaire rentre en boutonnière dans le ligament annulaire? Pour raffiner, mon vieux. Je ne vois pas d'autre solution. Moi, j'en ai pas. Alors, la question fondamentale, ce serait pourquoi certains individus n'en ont pas. Ce n'est pas le seul muscle qui soit inconstant. Hein. Il y en a d'autres dans le corps humain. Des muscles qui n'existent plus chez certains individus. D'accord? Donc,
Est-ce parce que ces individus sont... Je ne suis pas du tout évolutionniste. C'est une religion très respectable, n'est-ce pas? Alors, on peut penser que quand il existe, c'est tout de même un raffinement de plus. Alors, je ne pense pas que je sois en train d'évoluer, tel que je me vois, vers une amélioration de la race. D'accord? Donc, pourquoi en boutonnière? Parce que vous avez des muscles puissants maintenus par le ligament annulaire. Lui n'en a pas besoin, il va raffiner dans l'aponévrose palmaire pour aider chez certains la délicatesse des mouvements des doigts. À tel point que, je ne vais pas y revenir trop, mais enfin, chez certains, cette délicatesse disparaît lors d'une dépression nerveuse et devient une maladie très caractéristique de blocage des doigts à l'intérieur de la paume. Maladie dont la douleur remonte jusqu'à l'épitroclé lorsqu'on a un petit palmaire et qui s'arrête au creux de la main lorsqu'on n'en a pas. C'est tout de même bizarre, non? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre muscle qui rentre en boutonnière comme ça? Il y en a, hein? Pardon? Oui, voilà, il y a le digastrique dont je vais parler bientôt. Puis malgré tout, il y a ça aussi, non? Le fait que, ici, vous ayez une fourche sur le dos du coup de pied, de la cheville, n'est-ce pas? Et qu'il y ait un tendon qui rentre à l'avant de la fourche. Ce qui fait que depuis le 4e millénaire, n'est-ce pas, quand les hommes dessinent des pieds sur un bas-relief, n'est-ce pas, eh bien, c'est peut-être un peu haut là, non? Voilà. Donc voilà, eh bien, ils ont le goût de placer une courbure. Et plus tard, les Égyptiens, bizarrement, vont faire des pieds, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas, qui ne sont ni internes ni externes. Mais cette courbure-là, eh bien, c'est le passage du tendon du jambien antérieur dans un dédoublement du ligament annulaire du carpe. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si je mets le ligament annulaire de la cheville, mon jambien antérieur passe, on peut dire, en boutonnière dans le ligament annulaire de la cheville. Et puis alors, comme le disait si bien Tarek, vous avez peut-être remarqué que votre osioïde monte et descend, non? Comment je vais vous dire ça simplement? Vous avez des individus qui n'ont pas de menton. Ça les rend malheureux, non? Vous êtes d'accord? J'en fais partie. Qui n'ont pas d'attache sur l'osioïde. Ça pend. Voilà. Donc il faut relever perpétuellement le menton dans l'existence. Alors, et vous en avez d'autres magnifiques, n'est-ce pas, qui ont une attache sur un os qui est un os qui n'a aucune attache osseuse, n'est-ce pas? Et en dessous de cet os, je vais vous en parler bientôt, il y a, pas en jaune, il y a un cartilage qui s'appelle le larynx, et il y a une membrane qui tient le larynx à cet osioïde. Et lorsque vous déglutissez, lorsque vous parlez, etc., eh bien, tout cet ensemble monte et descend. Il y a divers muscles pour faire ceci. Mais il y en a un qui est quand même assez extraordinaire. Vous avez une petite boucle ici. Vous avez le maxillaire qui est quelque part par là. Bien. Eh bien, vous avez, passant dans la petite boucle, n'est-ce pas? Passant dans la petite boucle, un tendon. Et de part et d'autre de la petite boucle, du tendon, vous avez deux muscles, un ici, un autre là, allant
dans une apophyse qu'on appelle styloïde. L'important, c'est ça, vous voyez. Deux muscles qui s'attachent sur des os, l'un dans la mâchoire, l'autre à l'apophyse styloïde, qui se contractent en même temps et qui lèvent le tout. Digastrique. Donc, vous voyez des boucles. La création d'un corps quel qu'il soit, mais là, Darwin est extraordinaire parce qu'il a tout de même été à l'origine de la compréhension des structures les unes par rapport aux autres, et du sélacanthe jusqu'à l'homme, quoi. Ça, du point de vue de la compréhension morphologique globale, il est génial. Et alors, si vous voulez, en allant du global, des trois feuillets de l'embryon, au raffinement le plus fou, on est complètement... On pourrait ne plus avoir envie de peindre, presque, ce qui serait quand même le pire, n'est-ce pas, et de contempler la création. C'est comme ça qu'on fait des profs de sciences nat, qui sont parfois géniaux, mais qui aussi parfois ne sont pas très gais quand ils dissèquent des grenouilles. Non. Moi, j'ai une cousine qui a fait ça toute sa vie. Quand elle était à la retraite, j'étais content parce que je me suis dit ça sera moins de grenouilles qui vont être électrisées méchamment. Ça va? Diapo. C'est diapo suivante. Ça, c'est la réplique, hein, quasiment. Diapo suivante. C'est intéressant quand même. Il y a des... Le pouce est vraiment mal foutu, mais ça, c'est très, très juste. Hein. Diapo suivante. Ça, c'est quand même extraordinaire. On ne sait absolument pas qui a fait ça. Ils ont tous gardé l'anonymat. Et ça, tout de même, ça a une force. C'est étonnant, d'ailleurs, parce que la main n'est pas magnifiquement dessinée. Ça, je trouve ça archi mou. Mais n'empêche que ça, c'est pas mou. Hein. Et ça sauve le tout. Elle est petite, hein, cette main. Diapo suivante. Mais enfin, il n'y a jamais eu d'affiche comme ça. Alors voilà la main de la cause du peuple, voilà la vraie de vraie, si vous voulez. Et elle a vraiment... c'est drôle parce que j'oublie toujours, le pouce est un peu fragile, hein, quand même. Mais le tendon du grand palmaire est là. Et elle est un peu ventrue à l'hypothénar. Elle n'est pas tellement extraordinaire. Hein, et pourtant, c'est l'emblème des années 68. Diapo suivante. Peut-être que c'est mieux, là, quand même. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Elle tient mieux de ce côté-là, à l'envers. Elle a été publiée comme ça, enfin, pas dans le journal, mais il y avait des affichettes. Comme ça. Là, il faut dire tout de même que le type qui a sorti les traits d'Ang de Chine, il y est allé. Hein. Diapo suivante. Alors ça, c'est Cohn-Bendit, hein, vous le reconnaissez. C'est quand même fabuleux, non? C'est très, très mal écrit, mais ça marche très, très bien. Et la main est vraiment pas terrible. Hein. Mais c'est là, tout de même, qu'on voit le pouvoir expressif de la main, quoi. Diapo suivante. Voilà, bon, ça suffit. Diapo suivante. Voilà, enfin. Alors, c'est extraordinaire. Ce sont des pages extraordinaires d'un homme seul, n'est-ce pas, poursuivi par diverses inquisitions. Donc, comme il est ambidextre, il écrit à l'envers de la main gauche. Il pourrait très bien écrire à l'endroit de la main droite. Vous verrez de pauvres théories d'histoire de l'art disant qu'il écrivait dans un miroir. Mais non, il n'y serait jamais parvenu, le pauvre. Non, il était ambidextre, il pouvait écrire des deux mains en même temps, il y a des gens comme ça, et il était tellement extravagant qu'il avait ça aussi pour lui. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais tout est juste. C'est complètement fou, n'est-ce pas? C'est de la pseudo-dissection sans doute faite d'après un regard sur un personnage vivant très ectomorphe. Et vous voyez, par exemple, l'humérostyloradial, le premier radial, le deuxième radial, tout ça, c'est parfaitement juste. Le glissement des muscles du pouce, le biceps par rapport au triceps, les divers faisceaux du deltoïde.
C'est de la folie, n'est-ce pas? On peut s'y complaire pendant des heures. La longue portion, le grand rond est un peu plat, bon. Hein. Et là, tout d'un coup, on a un creux de gorge, une luette, etc. Parce qu'on ne gâche pas le papier, c'est très précieux. Diapo suivante. C'est du pur chiffon qui a très bien tenu la route. Alors là, c'est inouï, non? Biceps, bon, le brachial ne glisse pas derrière le deltoïde. Bon, parfois on ne le voit pas. Mais regardez, humérocyle radial, premier radial, deuxième radial, tête de l'humérus, le réseau veineux, car ça évidemment, pour eux, jusqu'à Bidlot, c'était un mystère. Eh ben, Léonard sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des veines et des artères, mais la circulation, non. Diapo suivante. Pas lui. Voilà, alors ça, c'est vraiment de la morphologie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de meilleur livre que celui-là, si vous avez envie d'un livre, n'est-ce pas? Car vous voyez pivoter les muscles, etc. C'est extraordinaire. Dans la solitude, hein, la solitude, ça va rester inconnu jusqu'à la fin du XVIIIe, pour partie. Quelques petites eaux fortes, publiées dans l'entourage d'un génie qui s'appelle Hunter, qui a acheté des chardins, ce qui pour moi est très important, et qui a créé à Glasgow un musée qu'on appelle l'Hunterian Library, dans laquelle il y a ces chardins, et il y a ces livres d'anatomie. Et c'est un personnage très, très émouvant dont on a, il faudrait que j'y pense, de très jolis portraits en train de faire cours à l'Académie anglaise, royale. Diapo suivante. Et après, c'est mon prédécesseur Mathias Duval qui les a... Alors voilà, n'est-ce pas? On dit toujours que Léonard de Vinci était entouré d'une cour de jeunes gens, bien, et un ou deux vieillards. Et les deux vieillards en question, vous voyez, étaient des gens très minces, très ectomorphes, à qui il demandait tout bêtement de lever les bras, baisser les bras, pour étudier ce qu'il étudiait par ailleurs, peut-être, sans doute, sur un cadavre, mais pas forcément toujours. Ça pue pas le cadavre à plein nez. Diapo, ça sent le vieillard par contre, très souvent. Voilà, là aussi, vous voyez. Alors là, si vous vous penchez, n'est-ce pas, vous voyez qu'il a très bien vu les fléchisseurs passer sous le ligament annulaire du carpe, le pisiforme, le tubercule du scaphoïde. Enfin, tout y est, je ne voudrais pas vous saouler, mais c'est extraordinaire. Tubercule du scaphoïde, là. Pas tellement rendu là, mais rendu là. Pisiforme rendu là. Là, il a coupé et il vous montre. Et il vous montre, par exemple, chose que j'ai oublié de dessiner tout à l'heure, un raffet transversal de l'aponévrose palmaire. Ça existe. Les petits muscles, là, c'est extraordinaire. Les petits muscles, comment ça s'appelle? Extenseurs du pouce, n'est-ce pas? Très, très bien placés. C'est ceux que j'ai mis en bas, là, en dessous du radius. Puis ça, alors, ça et ça, j'en fais une étude de 2 pages, parce que je les ai publiés à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit, dans le catalogue de Duchesne de Boulogne. Là, les 2 dessins qui sont là. C'est génial. Il a compris la fonction de certains muscles du visage. On ne la présentera et on ne la comprendra qu'en 1850. On est en 1510. Et puis du point de vue dessin, c'est de tous les temps. C'est absolument parfait. Diapo suivante. Oh, c'est de la folie, c'est pas au point, hein, monsieur Yacoub, on peut peut-être... Je suis désolé pour les taches de colle. C'est parce que... Non, dans l'autre sens, s'il vous plaît. Autrefois, mes diapos étaient montés dans du carton. Voilà. Alors le voilà, vous voyez, articulant. Et je suis désolé, mais il fait ce que j'ai dit tout le temps, n'est-ce pas? Il n'arrête pas de parler de trochée, condyle, etc., partout. C'est... Tout ça a été publié. Il y a un livre chez Dover qui ne coûte pas cher. Ce n'est pas parfait, mais ça coûte si peu cher que c'est très très bien. Diapo suivante, si ça vous passionne. Voilà. Alors, elles ne sont pas terribles, hein? Elles ne sont pas terribles, c'est vrai. Mais c'est quand même émouvant, non?
Il les a mises très à plat, hein, très très à plat. Il a fait une ombre, là, heureusement. Hein. Mais que voulez-vous? Il inventorie. Mais enfin, on est surpris quand même, non? Hein, on pourrait presque dire... Bon, allez, bon. Diapo suivante. Ça, je fais ça mardi prochain. Alors ça, par contre, c'est fabuleux. Mettons au point, si on peut. Alors, vous voyez, il est extraordinaire. Il est allé lire les aponévroses, les fléchisseurs profonds, les fléchisseurs superficiels. Là, il vous met deux petites ficelles. Ce n'est pas qu'il croit que ça n'est pas un gros ligament. C'est pour pouvoir justifier sa théorie sur les tendons. Vous voyez. Il a tout compris. Il n'y a pas de problème. Il a tout compris. L'adducteur, vous le voyez là? Et puis, alors, il a un truc, c'est qu'il sait que sur le cadavre, et pour cause, les muscles rétrécissent en épaisseur. Donc, il vous rend le court fléchisseur, etc. Là, vous avez le fléchisseur externe, le fléchisseur interne. Bon, évidemment, projeté comme ça, il faudrait projeter... Regardez le pisiforme là-haut avec l'arrivée du cubital antérieur. Il faudrait s'attacher à chaque détail. Ça, je crois que c'est plutôt une activité solitaire quand on est devant un bon livre de reproduction. Regardez l'adducteur, là, réduit à des fibres de cadavre. Diapo. Voilà. Alors, on aboutit à ça qui est très anatomique, mais qui est quand même d'une sûreté de vision. Et vous voyez, ça sent le vivant. On n'a pas l'impression de cadavre là-dedans. Hein. Et ça s'enroule, et ça glisse, et tout y est. Quoi. Et c'est complètement morphologique. Hein. La main, tout à l'heure, c'était un petit peu plat, anatomique, livresque, etc. On se demandait s'il avait vu l'os au moment où il dessinait. Tandis que ça... Hein. Diapo. Voilà. Voilà. Que voulez que je vous dise? Il s'appuie sur le pisiforme. Il pose son maxillaire sur le pisiforme. Pas ailleurs. Il a un dos de main très simple, avec des indications de doigts qui ne sont absolument pas parallèles. Un pouce complètement diversifié. Vous avez un coude. Oui, mais pas seulement. Vous avez l'olécrane et l'épicondyle. Ah, je suis désolé, on les voit. Et ça vous dessine un coude incroyable. Alors c'est drôle parce qu'il y a un petit lavis là qui court. Et justement, la crête cubitale n'est pas dans le contour, n'est-ce pas? Elle passe à l'intérieur. Bizarre quand même. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est une question de sensibilité. Diapo suivante. Très souvent, chez Rembrandt, on a l'impression que quand il ne sait pas quoi dessiner, il dessine un homme. Je vous ai dit, il y a une gravure de Rembrandt sublime. Il y en a deux. Il y a la mère, il y a le portrait de sa mère. Mais il y a un homme en train de réfléchir devant un retable, etc. Chez Proutet, rue de Seine en ce moment, du côté du marché Saint-Germain-des-Prés. Et à ne pas rater, hein, c'est de très très beaux exemplaires, très beaux tirages. Donc, Rembrandt, quand on a l'impression que quand il ne sait pas tellement quoi faire, il vous dessine un bonhomme qui a lu une page de la Bible et qui médite. Il y en a des dizaines de dessins comme ça. Diapo suivante. Voilà, ça c'est le coude. Diapo suivante. Ça tient l'agrandissement, ça tient... On ne s'ennuie jamais. Voilà. Alors ça, c'est la fin. Hein. C'est 1660 et quelques. C'est la céramique orientale qui arrive dans les bateaux de la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes allait jusqu'au Japon, n'est-ce pas? Et donc, les céramiques orientales sont parvenues jusqu'à Amsterdam, évidemment, et ensuite diffusées dans toute l'Europe. Après que la guerre avec l'Espagne leur ait donné la liberté commerciale qui est allée de pair avec leur indépendance. Eh bien, là, c'est chinois, quoi. C'est un des seuls à utiliser les techniques orientales.
le bambou taillé, les pinceaux de soie extraordinairement douces, avec des indications incroyables. Diapo suivante. Alors on peut hésiter, ça c'est ma vieille diapo. Elle est un peu cruelle, mais je l'aime bien. Parce que regardez comme il y est allé là, avec les articulations radius cubitus, n'est-ce pas? Reprenons la diapo précédente. Vous voyez, on voit moins là à quel point la main est cruelle, d'accord? Dans ces indications. On est tout pris par le charme de... Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors ça, c'est très, très extraordinaire. Vous connaissez? C'est le Balthazar Castiglione du Louvre, n'est-ce pas? C'est ce portrait de cet extraordinaire bonhomme qui s'appelait Baldassare et Castiglione, et qui a écrit un livre de savoir-vivre qui s'appelle Il Corteggiano, le courtisan, savoir se tenir, n'est-ce pas? Et donc, il y a un portrait génial. Moi, Raphaël m'ennuie jusqu'à... Bon. Mais ce portrait, à part les yeux bleus qui sont vraiment un peu bleus, bon, mais ce portrait est extraordinaire. Il est au Louvre, n'est-ce pas? Et un jour, il a été mis en vente aux enchères à Amsterdam. Rembrandt l'a vu. Il l'a dessiné en 1639 et le prix de vente a été de 3500 florins, gulden, n'est-ce pas? Et il a fait ce dessin extrêmement rapide et interprété. Et là, il y a une main, là, avec une tête de méta. N'est-ce pas? C'est le méta de l'index. D'accord? Diapo suivante. Voilà l'original de Raphaël. Vous voyez qu'il a dû dessiner de mémoire. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas ça dans le Raphaël. Il y a deux mains un peu mollasses. Bon. Mais le reste est extraordinaire, à tel point qu'on pourrait croire que c'est un Rembrandt de très loin, non? À part les yeux. Bon, ça, les yeux, c'est un peu de la porcelaine d'exportation. Diapo suivante. Ah, c'est tout? C'est tout? Ah bon. Ah ben c'est dramatique. Je croyais que je mettrais beaucoup plus longtemps. Bonsoir.